Vous êtes sur la télévision du futur. Merci de nous accorder de l'intérêt. Merci également de nous faire confiance. Nous sommes ici en entretien exclusif avec l'élu PDG du 4e arrondissement de Libreville, l'honorable Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier, qui, vous le savez, est membre éminent du Parti démocratique gabonais, ne l'oublions surtout pas, un cadre de cette formation politique, élu également de cette formation politique, qui nous accorde aujourd'hui cet entretien au lendemain justement de la plénière de l'Assemblée nationale, cette plénière qui a eu lieu le 27 novembre dernier, une plénière qui a été quelque peu inédite du fait justement des débats qui ont été évidemment important. Monsieur l'honorable, merci de nous accorder cet entretien exclusif. Alors, on va rentrer de plein pied dans cet entretien. On a noté votre refus de voter le budget, justement, 2017 au cours de cette plénière, rappelons-le, à l'Assemblée nationale le 27 novembre dernier. Un fait inédit, du jamais vu, surtout pour un député du Parti démocratique gabonais, de surcroît éminent membre du bureau permanent, l'instance politique la plus élevée de cette formation politique. Pourquoi cette rupture de confiance avec le gouvernement du professeur Daniel Onaondo aujourd'hui? Écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur le budget de 2016 qui a été effectivement voté à l'Assemblée nationale. Et je pense que il est important de comprendre que l'élu que nous sommes et l'ensemble des élus avons certes un mandat partisan, mais nous avons également le devoir de pouvoir dire très clairement lorsque nous estimons que la présentation, les propositions budgétaires qui nous sont faites ne cadrent pas avec les réalités du moment. Donc, je le dis très simplement, en mon âme et conscience, et conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous savez qu'il n'y a pas de mandat impératif. Nous avons estimé, avec un certain nombre de collègues, que le cadrage budgétaire actuel, les priorités qui étaient attachées à ce budget n'allaient pas dans le sens de répondre aux préoccupations de nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes abstenus. Vous abstenez alors même qu'effectivement le vote de ce budget était tout aussi important parce que il y a tellement de priorités et on le sait, il est de notoriété publique qu'évidemment les budgets de l'État ne soient plus en conformité avec l'orthodoxie financière exigée et cela on le note depuis 2009 avec les budgets qui ne cadrent plus effectivement avec la réalité, le vote de la loi de finances, l'exécution du budget de l'État, la tenue des comptes publics qui n'obéissent plus à aucune règle de droit et tout ceci est en violation flagrante et constante de l'article 48 de la Constitution, notamment la loi de règlement qui sanctionne la gestion du budget qui n'est plus présentée au Parlement pour son adoption. Et en matière de gestion des finances publiques, le Gabon est passé de l'état de droit à l'état de fait. Alors pourquoi avoir attendu tout ce temps pour manifester justement votre refus de cautionner à nouveau ou de cautionner ou de continuer à cautionner cette mascarade de gestion budgétaire sous Ali Bongo Ondimba aujourd'hui? Bon, je pense que vous l'avez dit, la loi des règlements telle qu'elle nous a été présentée n'a pas eu l'onction de la Cour des comptes, en ce sens que le visa de conformité n'y a pas été apposé. Et effectivement, ça fait un certain nombre d'années
que la Cour des comptes nous a habitués à ne pas donner le visa de conformité, de régularité. C'est l'un des problèmes. Mais à notre sens, nous avons reproché, nous avons mis en cause deux facteurs qui posent problème. Le premier facteur, c'est la fiabilité des statistiques. Et nous nous sommes appuyés sur un rapport du Fonds monétaire international publié en décembre 2014, donc suffisamment récent, pour estimer qu'il y avait des faiblesses dans la tenue de la comptabilité publique, des faiblesses dans la relation entre les comptes de la fonction publique et les comptes qui retraçaient la masse salariale, des problèmes au niveau de l'appréciation des arriérés intérieurs, toute une série d'éléments en rapport avec la non-exhaustivité d'un certain nombre de budgets qui ne sont pas pris en compte dans le budget de l'État, de certains organismes publics qui n'émargent pas donc à l'intérieur du budget de l'État, et à partir de là, nous avons un problème par rapport à la sincérité des informations qui sont données. Le deuxième problème est lié au déséquilibre de ce budget. Vous savez que l'un des éléments importants pour attirer les investissements privés, c'est de pouvoir maintenir une stabilité macroéconomique, d'avoir plus simplement un niveau d'endettement qui soit soutenable, d'avoir un niveau d'inflation qui soit soutenable et d'avoir un niveau de déficit budgétaire qui également puisse être acceptable. Et là également, nous notons la concomitance de la crise sur le marché pétrolier qui a fait diminuer les prix du pétrole de près de 40 à 50% par rapport à la première partie de l'année 2014. Nous voyons que l'État, au lieu de faire un effort pour diminuer les dépenses improductives, continue à mener un train de vie qui, semble-t-il, risque de mettre en péril les investissements à venir. C'est la raison pour laquelle nous appelons donc le gouvernement à un ressaisissement en essayant d'élaguer les dépenses improductives et en se concentrant sur l'essentiel. Ça nous paraît important. Comment peut-on préparer la transformation économique de notre pays si nous ne faisons pas l'effort suffisant d'ajustement pour prioriser, pour mieux prioriser les dépenses d'éducation qui sont importantes pour la formation de nos enfants, pour qu'ils deviennent compétitifs, les dépenses de santé. Nous constatons toutes les difficultés que nos compatriotes, en dépit de la CNAMJS, éprouvent pour faire face à leurs besoins de santé. Nous l'avons déjà dit ici et ailleurs. Les dépenses pour permettre d'avoir accès à la propriété des logements sociaux qui soient décents, le problème des investissements en matière d'eau et d'électricité. Je crois nous constatons quotidiennement les coupures d'électricité qui frappent les populations. Vous savez que quelqu'un
un ménage qui a du mal à joindre les deux bouts, lorsqu'il y a des interruptions d'électricité prolongées, hein, c'est toute l'alimentation qui a été prévue pour la famille qui se trouve endommagée et qui ne peut pas faire l'objet de consommation. Donc, les orientations du budget actuel ne permettent pas, nous semble-t-il, de tenir compte des priorités sociales dans le cadre du pacte social, ne permettent pas la poursuite du plan stratégique Gabon émergent tel qu'il a été libellé, tel qu'il est prévu, et par conséquent, nous pensons que cette orientation n'est pas un gage serein pour la transformation du pays et pour attirer les investissements extérieurs dont le pays a besoin pour créer les emplois, pour faire diminuer la pauvreté, hein, en dépit des chiffres que on peut brandir ça et là. Hein, il suffit de vous rendre dans les centres commerciaux de distribution pour voir comment le chiffre d'affaires a diminué drastiquement, hein, de plus de 30%. Il suffit de voir le marché immobilier au Gabon pour se rendre compte que beaucoup d'investissements qui ont été faits parfois par nos compatriotes dans des situations difficiles se retrouvent sans possibilité d'être occupés, tout simplement parce qu'il faut reconnaître que les investissements directs étrangers en dehors du secteur minier, en dehors du secteur pétrolier, en dehors de certains investissements dans la transformation du bois, ne sont pas encore à un niveau suffisant pour permettre d'absorber la main-d'œuvre qui arrive sur le marché du travail chaque année. Bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes de formation professionnelle, c'est vrai qu'il y a des questions d'adaptation aux nouveaux métiers qui soient porteurs, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes confrontés à la nécessité de faire reculer la pauvreté. Cette pauvreté qui est à plus de 30% au Gabon, hein, avec les possibilités que nous avons, vous conviendrez que, en tant qu'élu national, en tant que responsable politique, nous estimons que nous devons tirer la sonnette d'alarme pour permettre au gouvernement de rectifier le tir. Permettre au gouvernement de rectifier le tir. Et justement, le refus de voter ce budget a encore sonné comme une nouvelle alerte, une énième alerte que vous et les autres au sein du Parti démocratique gabonais avez sonné depuis pas mal de temps déjà. Mais il y a que, effectivement, au sein même de votre formation politique, il y a vos détracteurs qui voient un positionnement politique, par exemple, pour l'élection présidentielle de 2016 en affirmant ça et là que vous auriez un agenda caché. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je pense que tous ceux et celles qui me connaissent un peu euh, savent que je suis plutôt reconnu comme quelqu'un qui dit les choses assez crûment, hein, et je crois savoir que mon intervention à l'Assemblée nationale ne me vaut pas que des amis. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général de nos populations. Ce qui m'intéresse, c'est que le Gabon puisse, dans ce monde de globalisation, tirer son épingle du jeu et que nous soyons en mesure
de créer les emplois, de faire reculer la pauvreté et de donner plus de bien-être. Et en tant qu'économiste professionnel, vous comprendrez que j'ai un regard un peu plus prononcé sur ces questions de nature économique et sociale, qui sont les questions forcément que les Gabonais mettent au premier plan. Donc, bon, que j'entends dire ici et là que j'aurai un agenda caché, bon, mais que voulez-vous? Je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils pensent. Mais je note aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que nous faisons notre travail correctement et que nous sommes tout à fait dans notre rôle, dans le cadre de notre parti, hein, qui, je vous le rappelle, se veut démocratique, puisque nous sommes le Parti démocratique gabonais, et qu'il a été entériné que nous avions la possibilité de dégager des majorités d'idées. Vous savez que nous nous sommes engagés en faveur de la démocratisation interne du parti. Vous savez que nous sommes engagés pour plus de démocratisation dans notre pays. Bon, nous n'allons pas nous départir de cette vision qui est aujourd'hui de plus en plus partagée en Afrique et dans le monde. Et l'actualité au Burkina Faso nous donne une illustration, hein, encore aujourd'hui, de cette aspiration très forte de nos populations à choisir donc librement leurs responsables, à exprimer leurs besoins et à choisir sur le marché politique les personnes, les personnalités qui leur semblent les mieux à même de répondre à leurs besoins. Et je crois que c'est ça la démocratie. Il faut que les gens s'habituent à la compétition, il faut qu'ils s'habituent à la liberté d'expression, il faut qu'on puisse juger les uns et les autres par rapport à ceux qui sont capables de faire ou de ne pas faire. Et bon, les procès d'intention, ça me laisse de marbre, très franchement. Monsieur le ministre, c'est bien les Gabonais qui, évidemment, vont tenter de décrypter le message que vous êtes en train de leur livrer ce soir. On va poursuivre. On le sait, André Mbaobam prévenait déjà en 2009, lors de l'élection anticipée, l'élection présidentielle. Il disait, je cite, le Gabon va vivre ses jours les plus sombres. Fin de citation. Et on note que 6 ans après, les problèmes économiques et financiers, les indicateurs du Gabon sont quasi au rouge, malgré les recettes providentielles entre 2010 et 2014. On parle de plus de 12 000 milliards en l'espace de 5 ans. Et votre discours à l'Assemblée nationale lors du vote de ce budget 2016 prédit au Gabon et aux Gabonais des jours difficiles si rien n'est fait, alors que la vie quotidienne des Gabonais reste de plus en plus très compliquée. Vous l'avez déjà dit, peut-on dire aujourd'hui que vous êtes en phase avec cette vision qu'avait Feu André Mbaobam lorsqu'il parlait des jours sombres du Gabon? Bon, je n'aurais pas la prétention de porter un jugement sur un frère, un grand frère à l'époque pour lequel nous avions le plus grand respect et qui a porté haut les valeurs de notre République. Et c'est l'occasion pour moi, paix à son âme, de rendre hommage à l'œuvre d'André, à son engagement dans la dernière partie de sa vie pour le triomphe des valeurs de démocratie,
des valeurs de progrès. Et André était une personnalité illustre, de talent dans notre génération, et je pense que des personnes comme André, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, très modestement, très humblement, nous avons fait en 2009 un choix différent et nous sommes engagés à essayer d'apporter notre contribution, et c'est ce que nous faisons à l'Assemblée nationale. Mais il est clair que aujourd'hui, et nous l'avons dit clairement, nous ne nous sommes pas cachés, nous ne sommes pas sortis masqués, Monsieur Patrick Serrano, vous le savez très bien. Nous avons insisté sur la nécessité de changer la gouvernance. Nous avons insisté sur l'urgence qu'il y avait à revoir un certain nombre de réglages par rapport à certaines personnes dont on pouvait apprécier le bilan. Donc nous avons dit ces choses-là très clairement, et nous disons que la meilleure manière de nous prémunir, c'est que la démocratie soit totale dans notre pays, que nous puissions dire ce que nous disons sur toutes les chaînes de télévision. Ça ne devrait pas gêner. Je crois que la liberté d'un individu, c'est un élément constitutif essentiel pour le progrès d'une nation, et que nous devons les uns et les autres avoir la tolérance. Et le Parti démocratique gabonais, c'est à la base, c'est un parti de dialogue, c'est un parti de tolérance, c'est un parti de paix. Donc nous disons que nous devons rester ancrés par rapport à nos idéaux. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de problèmes, et qui se posent dans la gestion de l'État, qui se posent au niveau de l'État de droit, au niveau du fonctionnement régulier de la justice. Nous l'avons encore vu avec un certain nombre de problèmes en rapport avec la justice de notre pays. Il n'y a pas que le cas de Serge Maurice Mabiala. Il y a un certain nombre de dysfonctionnements des services en charge de la sécurité que nous avons vus récemment avec les femmes commerçantes, avec notre jeune compatriote qui s'est immolé ou qui a succombé à ses blessures. Et nous pensons que il faille rectifier le tir lorsqu'il y a ce genre de dérapage et qu'il faut sanctionner. Nous pensons que nous avons fait le parti pris avec quelques collègues de demander des réformes à l'intérieur de notre parti. Et nous continuons à demander ces réformes. Nous attendons donc les résultats de ce qui a été demandé, et le moment venu, chacun appréciera et sera placé devant ses responsabilités. Bon, tout le reste, c'est de la littérature, mais il m'a semblé important, à ce moment de notre histoire, de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme pour dire nous n'allons pas dans la bonne direction. Nous devons nous ressaisir. Écoutez, vous appelez ça de la défiance.
Moi, j'appelle ça la responsabilité. Hein, j'appelle ça le sens de l'intérêt général. Et je pense que c'est une opportunité qui nous est offerte aussi pour euh, avoir la crédibilité par rapport aux attentes de nos populations. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous départir d'un certain degré d'objectivité lorsque nous traitons les problèmes de l'État, les problèmes qui touchent à la vie de la nation, au vivre ensemble. Et nous estimons, en notre âme et conscience, que ce budget ne va pas dans le sens des priorités qui ont été annoncées et que ce budget met en péril les équilibres fondamentaux de la stabilité économique et sociale et qu'il est temps de réagir au risque, au risque de fragiliser encore plus les fondements de la transformation de notre économie en faveur de la diversification, hein, en faveur des investissements qui sont importants pour les Gabonais. Hein, voyez-vous, bon, il est prévu que la Coupe d'Afrique des Nations ait lieu en 2017 au Gabon. Bon, nous apprécions tous le sport, mais pour ma part, en tant qu'élu national, ce qui m'intéresse encore davantage, c'est de voir que le niveau de vie de mes concitoyens évolue favorablement, de voir que lorsqu'ils se rendent à l'hôpital à une heure tardive, qu'ils puissent faire les examens qui sont nécessaires pour le diagnostic des médecins et qu'ils n'aillent pas dans les structures privées qui aident, et Dieu seul sait si j'en sais quelque chose, mais qui n'ont pas vocation à le faire gratuitement. Hein, que l'école puisse fonctionner dans de bonnes conditions, que nous ayons l'étable banc, c'est ça nos préoccupations aujourd'hui, que l'entretien des bâtiments soit fait, que nous ayons les enseignants en quantité et en qualité, hein, que les débouchés qui sont offerts dans les écoles de formation professionnelle, pas encore en nombre suffisant, dans les universités, dans les instituts spécialisés, que ces débouchés cadrent réellement avec les bonnes orientations dans les secteurs porteurs pour l'économie du pays. C'est cela qui est important. Hein, donc, je pense que je suis dans mon rôle et je note d'ailleurs que de plus en plus de concitoyens, de citoyens nous interpellent, nous encouragent à continuer dans ce sens et qu'au niveau de mes collègues, au niveau de ce que j'appelle la classe intermédiaire, le discours que nous défendons est d'ailleurs partagé par beaucoup, hein, et que vous savez parfaitement que ce discours a eu et continue à avoir, je crois, le plus grand intérêt auprès de l'opinion des populations qui voient cela comme une occasion de donner donc une nouvelle incitation, de donner plus de vigueur, hein, aux réformes pour lesquelles nous devrions aller les bras ouverts, parce que ce sont ces réformes économiques, ces réformes budgétaires, ces réformes politiques qui doivent être faites sans arrière-pensée,
qui nous permettront effectivement d'atteindre les objectifs et de garder notre position dans la sous-région, en Afrique. Honorable député, nous allons terminer cet entretien avec une question. Serge Maurice Mabiala, qui fait partie des vôtres, du mouvement qui a opté pour la démocratisation au sein même du Parti démocratique gabonais, qui a des ennuis judiciaires à ce jour. On a même parlé des ennuis sanitaires également. Avez-vous eu des nouvelles depuis lors? Écoutez, je suis comme vous extrêmement préoccupé par le sort qui est fait à notre frère, à notre ami, à notre compatriote Serge Maurice Mabiala, qui se retrouve dans les murs de la prison centrale depuis 2 mois. Depuis 2 mois, et je le déplore. Je le déplore parce que en l'espace de 2 mois, il n'a pas été entendu, à ma connaissance, par les juges chargés d'instruire cette affaire. En l'espace de 2 mois, nous attendons toujours les preuves de ce qui a été allégué comme enfin, de ce qui a été allégué, de ce qu'il aurait fait, de ce qui lui serait reproché. Nous attendons toujours, et Serge Maurice Mabiala croupit toujours en prison. Bon, j'ai bon espoir que il y a des médecins qui se préoccupent de sa situation, parce que vous comprenez bien que les conditions de détention peuvent être difficiles, et que lui, estimant qu'il n'a rien à se reprocher, c'est d'autant plus difficile à supporter pour lui, pour sa famille et pour ses amis, que le temps passe et que nous ne voyons pas le bout du tunnel. Donc, nous gardons l'espoir qu'il y a des compatriotes qui sont dans ce secteur judiciaire, qui est extrêmement important pour l'état de droit, qui seront en mesure de faire leur travail, et que la justice va passer, et que notre ami, comme nous en sommes convaincus, son innocence sera avérée, puisque Serge Maurice Mabiala est un cadre de haute qualité qui a fait ses preuves. Sinon, il n'aurait pas été nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Il n'aurait pas été au gouvernement de son pays, pour que l'on se rende compte, une fois qu'il nous a rejoints, qu'il aurait commis des actes délictueux. Bon, écoutez, nous l'avons dit en son temps, nous le redisons, tout cela est malheureux, ça sent le règlement de compte. Et vous savez, à un moment donné, ce type d'actes rattrape ceux qui les ont posés et qui en ont pris la responsabilité. Tout ce que nous implorons, c'est que effectivement, il puisse être épargné, que sa santé puisse faire l'objet d'un suivi, et qu'il puisse sortir de là le plus rapidement possible. Parce que ça devient vraiment difficile à supporter pour la famille et pour les amis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Merci à l'honorable député, Monsieur le ministre, Hugues-Alexandre Barrot-Chambrier, qui nous a accordé cet entretien, on le rappelle, au lendemain de la plénière de l'Assemblée nationale. C'était le 27 novembre dernier. Il était question de comprendre, en même temps que vous, chers téléspectateurs, de quoi il a été question au cours de cette plénière et comprendre les motivations du refus du vote du budget 2016 par cet honorable député. Merci de nous avoir suivis.